BFM Business, Impact PME l'hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de Impact PME. Vous le savez, notre nouvelle émission consacrée entièrement aux PME, à leurs challenges, à leurs difficultés, à leurs solutions, en partenariat avec la CPME et vous le savez aussi bien évidemment dans la perspective d'un grand événement qui vous réunira, entrepreneurs de PME, le 5 novembre au Conseil économique, social et environnemental et je vous invite à vous y inscrire. Invité du jour de ce numéro d'Impact PME, 3 invités, Frédéric Thiriot. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante relations entreprises à l'APEC, oui, l'association pour l'emploi des cadres, on va bien sûr en parler. Un entrepreneur avec nous, Christian Marquis. Bonjour. Christian, bonjour. Vous êtes président des Combles d'Enfance. De Combles d'Enfance. Combles d'Enfance, une façon de gagner des mètres carrés sans déménager, on va en parler également. Absolument. Et puis François Durollet, une Bonjour. autre entreprise, bonjour François, dont on parle beaucoup en ce moment. Vous êtes directeur général de Simplon et vous êtes au cœur des enjeux de formation de tous les métiers de demain et notamment du numérique. Et là aussi, très belle aventure d'une entreprise très différente et très passionnante. On va démarrer avec vous, Christian Marquis. Combles d'Enfance, c'est une entreprise familiale. Elle a été créée en 1958 en Normandie. Oui. Et aujourd'hui, je le disais, votre slogan, c'est gagner de l'espace sans déménager. Et j'adore votre baseline. Nous avons tous une bonne raison de voir plus grand. Alors, on ne peut pas tomber mieux. Moi, je dis qu'il faut arrêter de vous dire petit tout le temps. Et voir grand, ça me paraît tout à fait cohérent. Racontez-nous comment on passe d'une entreprise de charpenterie, je crois, au départ. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, un premier réseau d'ailleurs de charpentiers. Absolument. Alors racontez-nous. Absolument. Comment gagne-t-on ces mètres carrés? Eh bien, avec une technique qui nous fédère tous déjà. On est des entreprises artisanales, donc avec une grosse culture technique, autour d'un produit qui s'appelle la poutre espace, en fait, et qui permet en fait de créer des planchers porteurs dans des maisons dont les combles sont non aménageables. Alors, j'en rigole toujours. C'est le cas de toutes les maisons ou pas? Non, mais quasiment, je dirais aujourd'hui, la moitié des maisons qui sont construites dans des zones pavillonnaires, dans les deuxièmes couronnes des grandes agglomérations, ou en tissu très rural d'ailleurs également, la moitié de ces maisons-là sont construites avec des combles non aménageables. Et nous aménageons des combles non aménageables. Alors, comment le deviennent-ils? Comment est-ce qu'on transforme une contrainte en opportunité et en business en fait? Alors, on fait deux choses. D'abord, on crée un plancher porteur avec cette poutre, ce que j'appelle la poutre espace. C'est la fameuse poutre espace. Oui, c'est ça, qui est vraiment au cœur de Combles d'Enfance, c'est le cœur technique. Tout ça est calculé en fait par les bureaux d'études intégrés en fait au réseau. Et puis d'autre part, ensuite, on transforme la partie supérieure de la charpente pour la rendre autoportante en quelque sorte et libérer le volume. À partir de ce moment-là, on se retrouve avec un comble. Et on fait des choses incroyables parce que j'ai vu sur votre site des vrais espaces de vie. En fait, on peut faire des bureaux, on peut faire des chambres supplémentaires, on peut faire plein de choses. Des dressings, des suites parentales, des salles de bain, des espaces à vivre. Alors, je me suis quand même dit en regardant ça dépend quand même de il y a tellement d'architectures différentes selon les régions françaises. Toutes n'ont pas la même pente de toit. Enfin, j'imagine que ça ne marche pas pareil de la même façon partout. Si. C'est vrai, mais c'est la clé de notre succès. Oui, alors dites-moi. Vous mettez même les plus basses charpentes pour faire des trucs étonnants. Voilà, parce qu'on a la solution d'aménagement des combles qui est valable pour tout le Nord-Loire, on va dire, si on veut faire les choses simplement. Ma question n'était pas idiote. Non, pas du tout. Géographie. Non, parce que quand on est sur Toulouse ou sur Bordeaux, les pentes de toit sont plus plates. C'est obligé. Je pensais à la Provence aussi. Et donc on peut pas aménager de combles sur ces zones-là. Et là, on fait des surélévations. Mais c'est toujours avec la base de poutre espace. Surélévation, c'est-à-dire en fait, on rajoute un peu. Exactement. On monte la somme de la toiture. On scalpe une partie de la maison, on construit un nouvel étage par-dessus. Et puis on remet une couverture en respectant la pente de toit d'origine. Alors ça c'est le business. Maintenant comment est-ce qu'on passe d'une entreprise familiale qui au départ savait faire des choses à un réseau aujourd'hui qui a combien de... C'est toute une histoire. Alors on fait une version light. On fait une version courte. On fait une version courte. Mais c'est sûr. En fait au départ il y a un entrepreneur qui crée cette entreprise en 58, puis son fils qui la reprend. L'entreprise Lemire. Lemire, exactement. Exactement. Et Dominique Lemire, donc en fait le fils de son père évidemment, reprend son entreprise et lui va avoir l'idée de regarder vers l'architecture d'intérieur à un moment où les constructeurs de maisons créent ces combles non aménageables. Et la nature ayant horreur du vide, il fait partie de ces entrepreneurs dans les années 80-90. Un peu visionnaire. Un petit peu visionnaire, exactement, qui sont interrogés là-dessus. Et puis il a été percuté par cette technologie qu'aujourd'hui est la poutre espace, de poutres connectées en fait, qui sont des poutres autoporteuses. Et cette technologie, il se l'est accaparée. Et derrière, ça a intéressé certains copains de la profession. Et puis par amitié, par relationnel, Chacun reste indépendant, mais tous bénéficient de la technologie. Savoir-faire. Oui. Il y a un vrai contrat de partenariat. Combien de partenaires aujourd'hui? 25. Et on est le plus gros réseau de charpente en France. Alors on va évoquer aujourd'hui ensemble les aspects un peu des hommes et des femmes dans l'entreprise, de leur formation, de leur évolution, des enjeux de recrutement, de management. C'est quoi vos enjeux en matière RH rapidement avant qu'on continue notre tour de table? Nous, je dirais tout simplement déjà l'attractivité, la visibilité du métier de charpentier. Alors, il a fallu malheureusement. Est-ce qu'elle est bonne? Non, il a fallu malheureusement que Notre-Dame flambe pour que tout à coup on reparle des charpentiers en fait dans l'espace public. C'est vrai. Depuis combien de temps n'en avez-vous pas entendu
parlé. C'est Les vrai. pâtissiers, les cuisiniers, etc. On en parle beaucoup. Mais les charpentiers, plus jamais. Ils ont un peu disparu de l'espace public. Ça vous a aidé aujourd'hui? Vous sentez une différence, un intérêt? C'est trop tôt et trop triste pour se dire que ça nous a aidé, en fait. Voilà. Bien sûr, non, mais j'entends on est bien, très actif depuis longtemps, en tout cas, sur l'attractivité du métier de charpentier, qui est aujourd'hui classé dans les tréfonds du classement des entreprises, des métiers y compris du bâtiment, les plus difficiles. Ouais, c'est un métier difficile en fait au niveau du recrutement, oui. Alors que nos CFA sont là, on a des centres de formation qui sont formidables, on a des métiers avec des opportunités extraordinaires. Si je veux devenir charpentier, je trouve un job tout de suite. Ah oui, oui. Je n'ai pas besoin de traverser le boulevard Montparnasse, comme dirait l'autre. Ah non. Peut-être pour vous former, Philippe, au départ, en fait. Une fois formé derrière, donc vous trouvez le travail, bien sûr. Bon, on va en parler ensemble. Bien sûr. On va venir à une autre entreprise magnifique dont, je le disais, on parle beaucoup, c'est Simplon. Avec vous, François Duroy, dont vous êtes le directeur général. Racontez-nous. Je trouve que c'est une aventure formidable à plein d'égards. Comment décrirez-vous en quelques mots Simplon? Simplon, créé il y a 6 ans dans une ancienne usine à Montreuil pour finalement faire le pont entre deux gros problèmes ou deux injustices. Des entreprises, donc des grandes, des PME qui cherchent des talents dans les domaines du numérique pour coder, développer des sites web, s'attacher à des questions de cybersécurité, Immense etc. besoin des entreprises aujourd'hui. Et de très nombreuses personnes qui sont sur le bord du chemin, des hommes, des femmes, qui ne trouvent pas de travail alors qu'elles sont motivées, qu'elles savent travailler en équipe, qu'elles ont des compétences algorithmiques. Voilà, donc Simplon a fait le pont en formant avec des formations courtes, intensives. De codeurs, en fait. De codeurs, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, on a formé 5000 personnes, on est présent dans 14 pays. J'ai vu des chiffres impressionnants. Dans 14 pays, ça, je ne savais pas. Et on a plusieurs milliers de personnes qui aujourd'hui travaillent dans les entreprises en France et à l'étranger pour faire du code, de l'intelligence artificielle, des objets connectés, enfin tous ces sujets-là. Vous faites partie en fait de l'économie sociale et solidaire. Alors on est une entreprise un peu particulière, on est une vraie PME, on a des actionnaires. Notre objectif principal, c'est l'impact social et on doit le faire bien entendu dans des règles d'équilibre financier. Mais ce qui caractérise notre vocation d'entreprise solidaire, c'est que ce qui nous importe d'abord, c'est l'impact social de notre activité. La raison d'être. Voilà, c'est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est l'impact social. C'est de faire en sorte que le maximum de gens trouvent, grâce au numérique et grâce au pouvoir magique du numérique, arrivent à trouver un travail, créer une entreprise ou retrouvent une vocation professionnelle. Deux questions. Qu'est-ce que ça change d'être une entreprise à raison d'être de cette nature, dans le quotidien, dans les valeurs, dans le fonctionnement, dans les décisions que l'on prend? Ça change énormément de choses. Ce que ça va d'abord changer, c'est être une entreprise, c'est le fait qu'on va pouvoir lever des fonds. Donc Simplon, on a fait 2 levées de fonds, on a levé 15 millions d'euros ces 2 dernières années. Donc ça nous donne les moyens. C'est beaucoup. Voilà, ça nous donne les moyens de l'éducation. Exactement. Donc ça nous donne les moyens de nous développer en France sur les territoires, parce qu'il faut être près des entreprises, notamment des PME, on y reviendra, et à l'étranger. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, vous attirez des talents. Donc on a une belle marque employeur à Simplon, on n'a pas trop de difficultés pour vous êtes recruter. dans l'air du temps en plus. Voilà, et des personnes qui finalement sont très préoccupées par l'état du monde dans lequel il est aujourd'hui et se disent, moi, qu'est-ce que je raconterai à mes enfants quand je rentre chez moi? Je préfère dire que je suis dans une entreprise qui a un gros impact social, qui résout des problèmes du monde d'aujourd'hui, plutôt que dans une entreprise qui y est indifférente, même si ce que je dis est un peu simple et caricatural. Non, pas du tout. Non. François Duroy, vous-même, vous étiez déjà dans une entreprise de cette nature ou bien vous avez vécu le passage d'un type d'entreprise à une autre à cette occasion? Non, j'ai vécu le passage il y a une dizaine d'années, donc je connais un peu les deux mondes. D'accord. Frédéric Thiriot, vous êtes quant à vous consultante relations entreprises à l'APEC. L'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres, c'est pas la peine de le rappeler, mais je le rappelle quand même, qui existe depuis très longtemps. Oui, à partir de 66. C'est ça, je me demandais, je n'avais pas la date précise. 66. Sa vraie mission, quelle est-elle à l'APEC aujourd'hui? L'APEC, elle a 3 missions principales. Missions. Voilà, oui. La première mission, c'est d'accompagner les cadres et les jeunes diplômés tout au long de leur parcours professionnel. L'APEC est d'ailleurs un acteur du conseil en évolution professionnelle. Donc on va accompagner les cadres sur un projet, tel qu'il soit, un projet de reconversion, un projet d'évolution au sein de l'entreprise, un projet d'entrepreneuriat aussi. Les jeunes, on va évidemment les accompagner sur une première recherche de job, une recherche de stage. Je vais lever juste un loup, j'en sais rien, mais est-ce qu'il faut être cadre pour venir vous voir? Parce que Association pour l'emploi des cadres, vous me dites les jeunes, est-ce qu'il faut que j'attende d'être cadre pour frapper à votre porte? Non, pas du tout, parce que on pense que ces jeunes diplômés seront de futurs cadres. Donc les jeunes diplômés sont vraiment les bienvenus chez nous. Ça concerne tout le monde à toutes les étapes de nos parcours professionnels. Tout à fait. Mais avec un certain niveau de responsabilité, j'imagine quand même, en termes de job? Niveau cadre, on va dire, niveau cadre, oui. D'accord. Alors, on travaille aussi
avec quelques agents de maîtrise, puisque il y a certains postes qui ont le statut d'agent de maîtrise, mais par contre qui ont un poste avec des responsabilités de cadre. Je peux vous taquiner? Vous pouvez. Est-ce que c'est pas un peu dépassé, ces notions de cadre, d'agent de maîtrise à l'ère du numérique, des nouveaux métiers, des millennials qui arrivent? Je me pose souvent la question. Alors ça peut C'est pas l'être, pour pas du tout, être désagréable, mais je me ça pose la peut l'être, question. on va dire que le statut, ce n'est qu'un statut, moi c'est ce Mais que la j'ai France y est l'habitude de attachée. dire. Enfin, on Mais est la un des France y pays, est enfin, on est un attachée. des rares pays où le cadre est un vrai truc auquel les gens aspirent. Voilà. C'est pas le cas du reste de l'Europe globalement, à part peut-être la Belgique. On n'est Non, pas très même pas. nombreux. C'est très un statut spécifique français. au niveau Donc de je la- m'interroge un de peu la sur France. cette spécificité et sur sa durabilité. Ça peut être effectivement dépassé, puis c'est un statut. Enfin, après, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver un job, c'est de pouvoir développer ses compétences, c'est peu importe le statut qu'on a. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Et je viens de trouver, alors l'évolution aujourd'hui, puisqu'on évoquait le besoin notamment des PME et d'autres d'ailleurs, de gens qui savent coder, qui nous font rentrer dans l'économie numérique. On a déjà fait des émissions sur cette thématique, on en fera d'autres bien sûr. Quels sont les besoins aujourd'hui des entreprises telles que vous les percevez? Et est-ce que les deux matchent bien avec les compétences que vous recevez aujourd'hui? Alors, le marché de l'emploi cadre, en tout Il est cas, bon, il est bon. Il est très bon, il est bon. très dynamique, mais il est aussi tendu sur certaines fonctions. Lesquelles justement? Sur les fonctions, sur les commerciaux, on a beaucoup de mal à trouver des... Historiquement, ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas, mais là, ça a une grosse importance puisque les entreprises se développent de plus en plus. Bien évidemment, il faut des commerciaux. Sur l'informatique aussi, voilà, c'est des... Là où il y a une des vraie tension. fonctions, il y a une tension. Sur le code, il y a une tension majeure. Enfin, Exactement, sur tous les aspects, sur tout ce qui est digital, informatique, des data scientists, enfin voilà, c'est des profils qu'on a du mal à trouver parce qu'il y en a peu aussi sur le marché. Au niveau de la R&D aussi, sur les fonctions de R&D. on ne trouve pas les gens. On a du Et mal quels sont les jobs sur lesquels on trouve le moins d'opportunités à offrir aux gens qui viennent vous voir? En fait, quels sont les métiers sur lesquels effectivement on a du mal à placer les gens? Est-ce qu'il y a des métiers, on évoquait le charpentier qui n'est pas la cote, entre guillemets, disiez-vous, qui est en train peut-être d'être plus visible. Merci emploi. Mais quels sont les métiers justement? Et comment est-ce qu'on redonne de l'intérêt à un métier? Parce que c'est peut-être aussi un peu votre job. Alors il y a des métiers, oui effectivement, il y a des métiers, par exemple, moi je travaille avec des entreprises dans la logistique, c'est des métiers qui ne sont pas forcément, on va dire, attractifs. Entre guillemets sexy, oui. Sexy, vous avez dit le terme. Non mais c'est vrai, je crois qu'ils le diraient eux-mêmes. Voilà, bien sûr. par contre, il peut y avoir aussi une méconnaissance des métiers et des responsabilités et des missions qu'il y a derrière. Et c'est vrai que nous, notre rôle aussi, c'est d'ouvrir un petit peu cette vision aux gens, de dire... a priori, oui, vous devriez voir quand même. Voilà, c'est pas forcément sexy, mais en termes de mission, c'est intéressant, c'est des métiers qui ont du sens, ça utilise aussi le digital, les nouvelles technologies, c'est pas un métier qui est ringard du tout, et notre rôle, il est là aussi. Peut-être un mot sur ce sujet d'ailleurs, puisque on parle de numérique, on parle de cadre, et en fait dans le recrutement sur les métiers du numérique, on a deux dominantes en France, moins dans d'autres pays, qui sont trouver des ingénieurs, donc ce que souhaitent beaucoup d'entreprises, et plutôt des hommes. Parce que c'est un métier qui est très peu féminisé. Mais c'est une demande des entreprises, voilà, ou c'est un a priori? C'est un a priori, c'est un stéréotype. Et à Saint-Plon, on a beaucoup d'initiatives sur ce sujet-là. Donc il y a notamment quand on parle des PME et des TPE, on trouve des très bons codeurs, on trouve même des personnes qui travaillent sur l'IA, l'intelligence artificielle, et qui sont formées par Saint-Plon, et qui ne sont pas des ingénieurs, et qui répondent à des vrais besoins des entreprises sur ces métiers-là. Donc quand on est une entreprise, même une PME, on peut trouver des très bons techniciens, en fait, et il y a en quelque sorte des cols bleus, voilà, des techniciens sur les métiers de l'informatique. Bien sûr, François Durlet, par rapport à Comble d'enfance et au métier de charpentier, c'est aussi le job des fédérations professionnelles que d'essayer d'améliorer l'image d'un métier. Que fait votre métier? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un métier d'artisan comme le vôtre, par exemple, pour contourner cette difficulté? Par exemple, en janvier 2018, je suis parti avec la CCI de l'Eure et la région Normandie au CES de Las Vegas. Ah oui. Qu'est-ce que fait un charpentier là-bas? Qu'est-ce que fait un plombier qui était avec moi là-bas? En quoi se préoccupe-t-il de la technologie numérique? En réalité, un CES comme Las Vegas, c'est la porte ouverte sur les nouvelles technologies qui nous concernent, nous, routiers, charpentiers, plombiers, etc. La reconfiguration en 3D ou en 4D de la cathédrale Notre-Dame. Mais même pas ça. Non, mais on pense aussi à ça naturellement aujourd'hui. Le petit radar que je plug sur mon iPhone et qui me permet de scanner le mur sur lequel je dois faire un percement, qui me permet d'éviter le câble qui passe derrière. Oui, ça m'a beaucoup énervé. J'ai beaucoup fait de trous inutiles. Mais voilà, ça, ce sont les solutions qu'il y a là-bas. On parlait d'objets connectés, incroyable. Enfin, les grandes marques françaises
françaises sont présentes là-bas à Las Vegas et on découvre l'interopérabilité. Mes équipes se sont formées en fait à ces nouvelles technologies pour apporter ça à nos clients. Enfin voilà. Ça rend le métier plus attractif quand on leur apprend, on leur montre qu'il peut être aussi digital, technologique, oui. etc. Bah oui, indiscutablement. Oui. On a développé une appli en réalité virtuelle en fait pour visiter le comble qu'on va faire chez vous, Philippe, un jour peut-être. Oui. Et je trouve l'espace, mais on va le trouver. Cette appli-là, tout le monde en est fier dans l'entreprise et dans le réseau, quoi. Enfin, vous le sentez, ça a changé les choses après le retour de Las Vegas, il s'est passé un truc. Oui. Et au niveau du métier, ça c'était vous personnellement, patron de Comble d'Enfance, mais au niveau de votre profession, il y a des actions pour essayer de redorer un métier de charpentier. Cette ouverture sur les métiers nouveaux en fait et les technologies nouvelles, ça en fait partie en fait vraiment là pour le coup. Le BIM, la fédération du bâtiment, travaille énormément sur le BIM. Le BIM, en plein dans le sujet quoi en fait. Voilà, c'est là-dedans. Et derrière effectivement les fédérations professionnelles, mais aussi je suis président de la CPME de l'Eure. La CPME est très active pour faire se rencontrer les entrepreneurs de l'économie dite classique avec les entrepreneurs ou les talents du digital aujourd'hui pour faire se matcher entre elles. Enfin, vraiment, il y a des opportunités de tous les côtés. On ne l'a pas dit, mais combien de personnes travaillent sous l'enseigne Comble d'Enfance aujourd'hui? Alors, j'ai 3 dimensions. Mon entreprise Comble d'Enfance, c'est 27 salariés. C'est une PME, dont 2 apprentis, on en est fiers. Bah oui. Le groupe que je préside, en fait, comporte 4 entreprises et 40 salariés. Oui. Et si je me mets à l'échelle de mon réseau et des 25 entreprises, là, on est presque 300 salariés, quoi, en fait. L'apprentissage monte en puissance ou pas? Alors, l'apprentissage... On dit que oui, mais vous le ressentez, Frédéric? Oui, complètement. Les entreprises recherchent des apprentis, oui, parce que... Et puis, c'est un formidable tremplin pour recruter par la suite. C'est la force de l'Allemagne. On le sait, on le rappelle à chaque fois, mais c'est un cliché. Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Mais vous êtes là pour ça? Un mot sur l'apprentissage. Allez-y. L'éducation nationale, depuis 20 ans, 30 ans, en fait, considère CAP, BEP comme étant des voies entre guillemets de garage. Et je pense que nombreuses familles françaises considèrent ça de la même manière par culture, parce que simplement on reproduit le même discours. Je dis aujourd'hui, un jeune qui rentre, qui a la tête bien faite en CAP, de plomberie, de charpente, qui va faire son BEP, mais ça ne s'arrête pas là. Il fera son bac, il fera son BTS, il ira plus loin dans son parcours. C'est pas du tout une fin en soi, au contraire. Je vais même vous dire Par contre, il aura le métier dans les mains. Et puis je vais même vous dire, il deviendra entrepreneur. Mais bien sûr. Parce qu'il va créer sa boîte. Mais bien sûr. Et puis on le recevra dans des éditions comme les miennes 20 ans après, il dira j'aurais dû le faire plus tôt parce que c'est tellement sympa d'être entrepreneur. Alors je pense que c'est à l'œuvre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'apprentissage aujourd'hui est un tremplin un peu mieux vu. Sur les métiers dits manuels, c'est comme ça qu'on les qualifie, mais ces métiers-là sont des métiers à opportunité extraordinaire pour les jeunes qui ont la tête bien faite. Qu'ils apprennent un métier manuel, derrière ils finiront, vous le dites, patron, c'est sûr. Bien sûr, il y a des reprises d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises dans l'artisanat qui sont à reprendre, François. Oui, sur l'apprentissage, il y a un gros enjeu. C'est une tradition et avec une certaine noblesse dans les métiers manuels, dans la charpenterie, les compagnons du Tour de France. Dans le numérique, beaucoup moins. Voilà, donc il y a un gros enjeu parce que les entreprises du numérique, y compris les PME, TPE, s'emparent de l'apprentissage comme un moyen de formation efficace de gens talentueux. Et François Durollet, quels sont les besoins en matière de numérique des TPE, PME justement? Ils ont besoin de gens formés chez Simplon. Pour quel type d'activité au sein de leurs entreprises? Alors sur les TPE, PME, il y a aujourd'hui énormément d'offres mises en place par la BPI, France Num, enfin vous avez dû probablement en parler, mais il y a une vraie question de maillage territorial, parce que la transformation numérique dans une PME, c'est une question numérique, mais c'est aussi une question d'organisation et de management, enfin de management des dirigeants. Donc il faut des lieux de proximité qui permettent d'abord de faire ce qu'on appelle souvent des diagnostics de maturité numérique pour savoir à peu près où on en est, et puis après pour ouvrir la porte à toute une offre qui existe aujourd'hui, qui est gratuite, qui est en open source ou très peu coûteuse et qui permet un espèce de socle commun qui permet de répondre à 80% des besoins de stockage de données, des besoins de travail en réseau, de créer son propre site web. Absolument. On dit que les PME en France sont assez en retard. Donc la première importance, c'est ça. Et ensuite, effectivement, sur les territoires, pouvoir recruter des Simploniennes et des Simploniens, des sortes de... On dit Simploniens, Simploniennes. Voilà, Simploniens, Unissez-vous. Simploniennes. Unissez-vous. Voilà, des référents digitaux ou des référentes digitales qui sont capables d'aider les PME à implanter des solutions qui après vont être bien entendu
spécifiques selon les métiers. Ouais, forcément. Frédéric Thiriot, dans les entreprises qui appellent l'APEC ou les entrepreneurs, les dirigeants qui viennent vers vous, ils voient bien que leur métier évolue. Moi, quand je me promène dans les conventions d'entreprise, j'entends un discours qui s'uniformise autour de l'évolution, la montée en puissance des soft skills, les hard skills qui sont moins importantes, l'entreprise libérée qui fait qu'aujourd'hui, on n'aura pas forcément la même posture de management. Être un leader, c'est pas être un manager. Comment est-ce que vous ressentez l'évolution aujourd'hui du management et de la façon dont ça impacte les attentes des entreprises et du coup pour les gens qui nous écoutent de s'y adapter quand on veut y rentrer dans ces entreprises? Alors c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la marque employeur, hein. Tout ça, ça fait aussi partie de la marque employeur et c'est vrai qu'en termes de management, hein, on est sur un management qui est beaucoup plus participatif, Absolument. Qui est plus horizontal aussi. Moins de niveau hiérarchique, oui, plus de liberté accordée aux gens de avec prendre des initiatives sans demander la permission. Voilà. C'est un enjeu majeur des grands groupes, à mon avis, à venir. On est aussi sur plus d'autonomie, hein. On demande plus d'autonomie aux collaborateurs qui prennent plus d'initiatives. On est vraiment sur des méthodes de travail aussi plus collaboratives, hein. Et là, c'est l'apport du digital, hein. Bien sûr. On demande à un collaborateur qui soit agile aussi, hein. Toutes ces choses-là, les collaborateurs doivent aussi s'imprégner de ces codes et aussi développer leurs compétences dans ce sens-là. Est-ce qu'on commence à avoir des gens qui viennent vous voir et qui changent complètement de métier? Parce qu'on n'arrête pas de dire on va travailler dans sa vie maintenant sur 10 métiers différents, etc. Est-ce que vraiment on le voit aujourd'hui? Est-ce qu'on voit ces mutations d'un poste à l'autre, d'un métier à un autre, d'une compétence à une autre? Alors c'est vrai que c'est fini de faire une carrière sur un même métier dans un grand groupe comme on pouvait le faire avant. On voit beaucoup de reconversions. Vous allez être content parce que c'est des reconversions. On voit beaucoup de reconversions sur des métiers manuels aussi. On les voit dans les centres de formation. Tout à fait. Voilà, des cadres qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de nouveaux challenges et qui s'orientent aussi sur des métiers manuels. Et puis on a beaucoup de cadres aussi qui sont en création d'entreprise, hein, qui après avoir fait un beau parcours, envie de nouveaux challenges, envie d'un nouveau défi. Oui, ça ne faiblit pas en fait. Ça ne faiblit pas. Ça augmente même. C'est eux que j'ai beaucoup reçus dans mon émission d'entreprise BFM. Christian, je ne vous ai pas demandé, Christian Marquis, vous êtes arrivé à quel moment dans l'aventure? Vous n'en êtes pas le fondateur à l'évidence? Non, je l'ai reprise il y a presque 9 ans. C'est une reprise pour le coup. Exactement. Et la reprise d'entreprise, c'est également un enjeu majeur dans l'artisanat. Ah oui, c'est un enjeu majeur dans l'artisanat, à une époque où la démographie fait que la société française vieillit, on le sait très bien. Et donc évidemment, celle des dirigeants le vieillit tout autant. En fait. Donc il y a des opportunités extraordinaires pour des jeunes entrepreneurs que de reprendre en fait des entreprises, bien sûr. En vous écoutant tout à l'heure, François Dury, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous différencie? Parce que est-ce que vous avez inventé une autre façon de former les gens? Je pense notamment à cette école 42 dont on a beaucoup parlé, de Xavier Niel, où ils s'enseignent entre eux des tas de choses. Est-ce que vous avez réinventé? Parce que honnêtement, vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous levez 12 millions d'euros, donc ça suscite un vrai intérêt d'investisseurs, donc ils y voient bien un véritable avenir. Qu'est-ce que vous avez réinventé en fait chez Simplon, ou inventé chez Simplon? Je dirais qu'on à part le côté faire rencontrer des gens qui étaient au bord de la route et un besoin du marché. Je dirais qu'on a une sorte de chaîne de valeur, enfin de savoir-faire, si vous voulez, qui est composée de plusieurs éléments, mais très rapidement. Oui, quels sont-ils? Le premier, c'est que les formations à Simplon sont sélectives. Il y a à peu près 10 candidats et candidates pour une place. Donc on a une méthode qui nous permet de repérer des candidates et des candidats qui vont être motivés, qui savent travailler en équipe, qui ont des compétences algorithmiques. Qui la finance? Chacun la finance, sa formation? Les formations à Simplon sont gratuites. Donc c'est financé par le système de la formation professionnelle en France et les entreprises elles-mêmes. Le deuxième élément qui est important, c'est la proximité avec les entreprises, parce qu'il faut bien comprendre leurs besoins qui évoluent très vite en matière du numérique. On a créé par exemple un référentiel sur l'IA pour des techniciens supérieurs avec Microsoft. Et c'est aussi elle qui recrute. Voilà. Et le troisième élément du savoir-faire, c'est la pédagogie. Bien entendu, c'est une pédagogie qui n'est pas académique, traditionnelle, mais dans laquelle, dès le premier jour, les Simploniens et les Simploniennes vont travailler en mode projet, vont par exemple créer le site web de votre entreprise. En une semaine, ils le créent, ils vous le montrent. Évidemment, il est un peu de travers et tout, mais c'est comme ça qu'ils apprennent. Peut-être une dernière question, François, qui permettra peut-être de comprendre quelles sont les compétences les plus demandées. Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Pourquoi est-ce que je suis le 1 sur 10 qui rentre chez vous? Les 9, ils sont éliminés parce qu'ils ont eu quelles caractéristiques qui correspondent moins bien que moi qui suis rentré chez Simplon? La motivation. Je dirais la motivation est un élément très très important. C'est des formations intensives, elles sont assez courtes. Ça dure combien de temps la donc, formation? 7 mois. 7 mois. Et généralement suivi d'un an en alternance dont on parlait tout à l'heure. Donc le principal, ce qui est important, c'est d'être extrêmement motivé. C'est la seule qualité?
Non, il deuxième. faut aussi savoir travailler en équipe, puisque dans le domaine du code et dans les métiers du numérique, ou quand on travaille dans une PME, Oui. il faut savoir travailler avec toute l'équipe. Forcément. François, Christian, quand vous recrutez Christian Marquis chez Comble d'Enfants, c'est à peu près les mêmes critères quand vous Ah oui. avez un homme ou une femme en face de vous? Ah oui, on a toujours dans l'esprit l'équipe dans laquelle il va s'intégrer, ce candidat qu'on a Ouais. devant nous. Et donc, on regarde toujours effectivement si il est dans nos valeurs, il est dans notre façon de percevoir l'engagement dans l'entreprise, fait tout le temps. Oui. Merci à tous les trois. Je rappelle rapidement qui nous a fait la gentillesse de nous rejoindre pour cette émission aujourd'hui. Frédéric Thiriot, je rappelle que vous êtes consultante relations entreprises à l'APEC. Christian Marquis, président de Comble d'Enfance. Gagner des mètres carrés sans déménager, je le rappelle, c'est un très beau slogan. François Durollet, vous êtes le directeur général de Simplon. Et en fait, quant à nous, je vous propose bien sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous le savez, cette émission, c'est le prélude à un événement qui va s'appeler Impact PME au Conseil économique, social et environnemental le 5 novembre. On va réunir, vous évoquez la CPME, de nombreux membres de la CPME, je Absolument. l'espère, en tout cas, Ça va des être milliers une grande journée. d'entrepreneurs pour essayer de continuer à partager à la fois des enjeux, des solutions des PME et des TPE aujourd'hui. Et quant à nous, on se retrouve beaucoup plus simplement la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Impact PME sur BFM Business. Très bonne fin de semaine à tous, à très bientôt, ciao.